Le long des côtes d'Europe occidentale subsistent les vestiges des plus grands projets de construction du XXe siècle. Hitler a dit « Je veux un mur de l'Atlantique, je veux des défenses tout le long de la côte ». 40 millions de tonnes de béton censés empêcher le débarquement allié en Europe. 15 000 bunkers le long de 5 000 km de côte. Un vaste réseau de bunkers indestructibles, de champs de mines et de positions d'artillerie imprenables construits en à peine 4 ans. Ce sont les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, forment un véritable monstre. Ce sont les fortifications les plus gigantesques de toute l'histoire. Voici l'histoire du mur de l'Atlantique. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire d'un fanatique. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. 6 juin 1944. Le débarquement allié a commencé. En Normandie, 1500 Allemands voient débarquer plus de 150 000 alliés. À l'image du jeune Franz Gockel, ces soldats comptent sur leurs bunkers pour rester en vie. Ces bunkers forment une fortification longue de 5000 km, connue sous le nom de mur de l'Atlantique. Les nazis ont construit cette mégastructure le long des côtes d'Europe occidentale pour protéger l'empire d'Hitler d'une invasion alliée. Peter Lieb, ancien officier dans l'armée allemande et expert en histoire de la guerre, a étudié la construction du mur. Il y avait des bunkers tout le long des côtes de France, de Belgique et des Pays-Bas. Ce sont les fortifications les plus gigantesques de toute l'histoire. Les origines du mur remontent à 1942. Les troupes d'Hitler piétinent en Russie. Plus d'1 million de ses meilleurs soldats sont aux prises avec les soviétiques. Et au mois de décembre, ce qu'Hitler redoutait le plus devient réalité. L'Amérique entre en guerre. Hitler savait que ce jour arriverait. Il savait que ce serait catastrophique pour lui. Non seulement ses troupes sont engagées à l'Est, mais les Britanniques ont maintenant un puissant allié à l'Ouest. Avec le renfort de centaines de milliers de soldats américains, les Britanniques deviennent une menace sérieuse pour les territoires conquis en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Norvège. Pour protéger le front atlantique, Hitler doit prendre des mesures défensives. Il rédige sa fameuse directive 40, dans laquelle il rappelle ses officiers à l'ordre et dit « ça suffit, assez perdu de temps ». Et il détaille en quelques points et de manière très précise ce qu'il attend de ses soldats et de ses ingénieurs. Hitler réclame la construction d'une barrière défensive de 5000 km. Presque 2 fois la longueur de la côte est des États-Unis. Des canons d'artillerie et des bunkers capables de repousser une invasion par la mer. Le projet de construction est confié à un homme. Heil Hitler, Heil Hitler! votre attention.
Voici les ordres du Führer. Nous devons installer un maximum de canons d'artillerie le long de la côte. Franz Xaver Dorsch est l'ingénieur en chef de l'organisation TOT, le plus grand groupe de génie civil d'Allemagne. Ces canons devront être protégés par du béton. Dorsch et ses collègues sont des experts en construction monumentale. Ils sont à l'origine des célèbres autoroutes de l'Allemagne nazie, des milliers de kilomètres de routes toujours utilisées aujourd'hui. Je dirigerai personnellement les travaux. Tout est clair ? Dorsch a déjà construit 20 fortifications d'artillerie à Calais. Ce port français est le plus proche de la Grande-Bretagne et donc le plus menacé par une invasion alliée. Ces bunkers géants, qui nécessitent chacun 40 000 tonnes de béton, serviront de modèle aux murs voulus par Hitler. Étonnamment, beaucoup sont toujours debout. Visiter ces bunkers, c'est faire un saut dans le passé. Arthur Van Beveren est un spécialiste du mur de l'Atlantique. Il explore ces ruines depuis qu'il est enfant. Ces murs font 3,50 m d'épaisseur. Si vous regardez dans ce coin, vous verrez l'empreinte du bois dans le béton. Il a laissé sa marque quand le béton a été coulé. Ce bâtiment, en forme de dôme, abritait le canon d'artillerie de 38 cm. De ce côté, on a les dortoirs, les cuisines, l'infirmerie et les munitions. Un endroit très singulier pour l'époque. Et toujours aujourd'hui. Les obus mesurent 1,60 m et pèsent plus de 800 kg. Ils sont si lourds qu'ils doivent être transportés à l'intérieur grâce à un système de rails fixé au plafond. On peut suivre les rails depuis l'extérieur jusqu'à cet espace, ici. On voit qu'il en reste une partie. C'est comme ça qu'ils transportaient les munitions. Aujourd'hui, on ne voit plus qu'un espace vide, mais il y a 70 ans, il devait y avoir une porte ici et une table là. Les obus étaient préparés, posés sur la table, et de ce côté, il y avait un petit train qui faisait le tour du canon. On mettait les obus sur le petit train pour les transporter jusqu'au canon. Les canons géants de la batterie de Calais sont assez puissants pour couler les plus gros navires alliés, avant même qu'ils quittent le port. D'ici, par temps clair, on peut voir les côtes britanniques de l'autre côté de la Manche. La Grande-Bretagne n'est qu'à 36 km. Ces canons pouvaient tirer jusqu'à 30 km à l'intérieur des terres. Dorsch et son équipe d'ingénieurs entreprennent de construire des fortifications similaires autour des ports stratégiques de la côte atlantique. À Berlin, les actualités cinématographiques ne tarissent pas de superlatifs. Et personne ne suit ce projet avec plus d'intérêt que le jeune Franz Gockel, 16 ans. J'avais tellement entendu parler du mur aux actualités que je nous croyais invincibles. Hier zeigt Deutschland im 4. Jahr des Krieges die gigantische Stärke seiner Abwehrkraft. Der deutsche Soldat steht auf. Bientôt, Gockel allait voir le mur de l'Atlantique de plus près. Le jour du débarquement. En 1942, la construction du mur de l'Atlantique se poursuit vers le nord jusqu'en Norvège. D'importants moyens en hommes et en matériel sont mobilisés pour défendre la côte jusqu'en Arctique. La Norvège a toujours été un point stratégique. De grandes quantités de minerais de fer étaient produites en Suède et chargées sur des bateaux dans les ports norvégiens. Le minerai de fer est vital pour l'effort de guerre allemand. Il sert à fabriquer les bombes, les tanks et les bunkers.
Les lignes de ravitaillement norvégiennes doivent être défendues. La solution ? Prendre une tourelle navale de 900 tonnes et l'installer à Orland pour protéger le port de Trondheim. Et le plus surprenant, c'est qu'elle est toujours là. C'est un véritable navire de guerre. Ils ont creusé un puits d'une profondeur de 5 étages à même la montagne. Ils l'ont rempli de béton et ils y ont installé cette tourelle. Les forces d'occupation allemandes obligent des prisonniers de guerre à creuser un puits de 11 mètres de profondeur dans la roche. Il faut ensuite le remplir de béton pour y installer la tourelle. Les canons ont été démontés. Il a fallu 80 chargements pour les transporter en train jusqu'à Trondheim, puis de Trondheim sur l'île par bateau. De l'extérieur, on ne voit que ces 3 canons, mais le vrai bunker est dans la montagne. On voit que tout a été parfaitement pensé. Ce sont les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, forment un véritable monstre. Ce revêtement noir au sol provient du navire. Et ça, c'est le bunker, le puits de béton creusé dans la montagne. Donc, au milieu du béton, on a une tour de 5 étages provenant d'un navire de guerre. Comme à bord du navire, le canon doit pouvoir pivoter. La tourelle repose sur ses roulements à billes. Ça pèse vraiment très lourd. Je dirais 40 ou 50 kilos. Et il y en a sur toute la circonférence du puits. 138 boules d'acier soutiennent les 900 tonnes du canon et lui permettent de pivoter. Les obus et la poudre sont stockés 5 étages sous le canon. On a 3 types de munitions ici. Des obus explosifs, des obus perforants et des obus à retardement. Pour déplacer ces obus de 300 kg, les ingénieurs nazis mettent au point un ingénieux système d'ascenseur hydraulique. L'obus arrive par un de ces espaces dans le mur. Il glisse ici, il roule jusque-là, et quand il arrive ici, on peut le retourner pour le mettre dans l'ascenseur. De là, il est poussé par le système hydraulique. L'obus est conduit 5 étages plus haut, directement dans le canon. La portée effective de ces canons était de 37 km, à peu près aussi loin qu'on puisse voir d'ici. Depuis la Norvège jusqu'au sud de la France, on trouve le même type de bunker. Ce ne sont pas de simples murs de béton, ce sont des navires de guerre sur terre. Dans les ports de Movik, Cherbourg, Brest et sur l'île de Jersey, de formidables défenses sont installées. Mais Hitler comprend que ça ne suffira pas. Entre les ports, de vastes étendues de côtes restent vulnérables. Hitler ordonne la construction de 15 000 bunkers le long des 5 000 km de côte. Et il ordonne la mobilisation de 300 000 hommes. Hitler veut que la côte atlantique soit défendue par une ligne continue de fortifications. Et il veut que ce mur soit terminé en mai 1943, en seulement 7 mois. Speer a décrit Hitler passant ses soirées à dessiner des bunkers.
Il étudiait des cartes de la côte atlantique pour décider où placer ses fortifications. Le mur devient bientôt son obsession. Ces plans répondent parfaitement à nos besoins sur le front. Je veux qu'on construise une forteresse capable de résister à tous les assauts avant la fin de cet hiver. Heil Hitler. Un homme doit accomplir la volonté d'Hitler, l'ingénieur en chef Dorsch. C'est le maximum que nous puissions faire. Nous ne pourrons pas aller plus vite. Dorsch est inquiet, mais on ne refuse rien au Führer. Les constructeurs tentent de satisfaire Hitler en concentrant leurs efforts là où ils pensent que l'invasion est susceptible d'avoir lieu. Comme sur les plages de Wissant, à quelques encablures de la Grande-Bretagne. Nous sommes sur le toit d'un bunker anti-char. Il a été construit en mars 1943. C'est un type 631. Les Allemands avaient conçu environ 500 types de bunkers. Le mur de l'Atlantique n'était pas une ligne continue de bunkers, mais une série de fortifications avec des espaces ouverts entre elles. Les avions britanniques ayant pris le contrôle du ciel, les 475 soldats postés ici redoutent constamment une attaque. Quand l'invasion aura lieu, les tanks débarqueront sur cette plage. Et ce bunker abrite un canon capable de les arrêter. Nous sommes dans la salle la plus importante du bunker. C'est là que se trouvait le canon. Un canon anti-char de 4,7 cm d'origine tchèque. Les hommes stationnés ici ont passé des mois à s'entraîner. Ils connaissent la portée de tir pour chaque cible potentielle. Il y a quelque chose de très ingénieux dans ce bunker. Sur la plaque, à côté du canon, on peut lire des nombres. Ils indiquent la distance de certains points dans le paysage. Si on a une église ou une maison près de la plage, on peut mesurer la distance grâce à ces repères pour calibrer la portée du canon. Le bunker a été conçu pour être indestructible. Mais il y a toujours le risque d'être enterré vivant sous les débris. Il y a une autre sortie ici. C'est l'issue de secours. Il faut transpercer le mur de briques et ensuite il faut creuser dans 4 mètres de cailloux avant de pouvoir sortir par un puits sur le côté du bunker. Quand on visite ces structures aujourd'hui, on a l'impression de visiter Stonehenge. Certaines sont tout à fait énigmatiques. Mais si on les voyait fonctionner avec tout le matériel, tout l'armement et tous les hommes qu'elles abritaient, on serait très impressionné. Ces bâtiments étaient de redoutables machines de guerre. Seulement 30% des bunkers commandés par Hitler sont terminés en mai 1943. L'ingénieur en chef Dorsch sait qu'Hitler le tiendra pour fautif. Nous avons construit 9671 bunkers opérationnels. Et le béton est déjà coulé pour 1500 autres. Mais Dorsch n'a pas les ressources suffisantes pour accélérer la production. La guerre dure depuis 4 ans et les Allemands commencent à manquer de matériel, d'argent et d'hommes. Hitler est très agacé de voir que les ressources manquent pour son mur de l'Atlantique parce qu'elles sont accaparées par le front de l'Est. Il ordonne que personne ne puisse être démobilisé du mur de l'Atlantique sans qu'il en donne lui-même la permission. Octobre 1943,
Colville, en Normandie. Le deuxième classe Franz Gockel, 17 ans, rejoint sa section. Les films de propagande qu'il a vus en Allemagne parlaient de forteresses géantes et de canons d'artillerie. Pour lui, c'est un choc. Quelle surprise en arrivant en Normandie. Il n'y avait aucun bunker. Hitler pense que l'invasion alliée aura lieu à Calais, le port le plus proche de la Grande-Bretagne. C'est là que son mur de l'Atlantique est le mieux armé. Le calme règne sur les plages de Normandie. Dans son journal, Franz Gockel évoque des jours heureux passés à nager et à jouer sur la plage de Colville. Une plage qui sera bientôt rebaptisée Omaha Beach. La France est un beau pays et je profite de la mer tous les jours. Je n'ai pas grand-chose à faire. C'était une bonne planque comparée aux horreurs du front de l'Est. Ces hommes s'estimaient chanceux d'être en France. Novembre 1943. La situation en Russie ne fait qu'empirer. Les Allemands doivent battre en retraite devant la puissante armée soviétique. Les Allemands subissaient en moyenne 2000 pertes par jour. Et ça depuis juin 1941. Hitler et ses généraux sont dans l'impasse. Ils doivent se battre sur deux fronts. Ils ont des millions de soldats mobilisés sur le front de l'Est et 5000 km de côte à défendre à l'Ouest. Les nazis ont affecté 300 000 soldats au mur de l'Atlantique, mais ce sont des recrues inexpérimentés. Les hommes affectés à ces bunkers étaient de jeunes soldats de 17 ou 18 ans ou des pères de famille proches de la quarantaine. Les hommes de 20 ou 25 ans, considérés comme les plus aptes à se battre, étaient généralement envoyés sur le front de l'Est. Le haut commandement nazi compte sur des millions de tonnes de béton et d'acier pour tenir les Alliés à distance. On peut dire que les bunkers amélioraient les capacités des soldats. Qu'ils soient en surpoids ou trop âgés, ils étaient tous capables d'appuyer sur la gâchette d'une mitrailleuse. Les bunkers compensent peut-être le problème des troupes inexpérimentées. Mais en moyenne, il n'y a que 100 soldats allemands pour chaque kilomètre de côte à défendre. Et seulement 50% des installations prévues par Hitler sont opérationnelles. C'est désespérant. Je suis le plus grand bâtisseur de fortifications de tous les temps et c'est tout ce que j'obtiens. En novembre 1943, Hitler perd patience devant les retards pris par la construction du mur. Il désigne alors un nouveau responsable. Un homme dont la légendaire ténacité au combat pourra compenser les faiblesses du mur. Le maréchal Erwin Rommel. Vite, rassemblement! Rommel entreprend immédiatement une inspection de toute la longueur du mur de l'Atlantique. Garde à vous! Il a combattu les Alliés en Afrique du Nord pendant 2 ans. Rommel est un maître en stratégie militaire. Ce qu'il voit en Normandie le choque. Rommel est venu ici en janvier 1944. Quand il a vu comment les défenses étaient organisées, il s'est mis en colère. Vous êtes là depuis 3 ans et qu'avez-vous fait? Rien.
Les stratèges allemands pensent que les Alliés chercheront à attaquer un port. Peu de bunkers ont été construits sur ces plages. Mais Rommel a un point de vue bien différent. Cette plage ressemble à celle du golfe de Salerne en Italie, où les Alliés ont débarqué. Il faut installer des défenses au plus vite. Si les Britanniques débarquent ici, il sera trop tard pour les repousser. Rommel sait que cette plage doit être défendue. Si les Alliés débarquent ici, les nazis risquent de perdre la guerre. Il a raison d'être inquiet. De l'autre côté de la Manche, 150 000 soldats alliés se préparent en secret. Le mur de l'Atlantique s'apprête à affronter l'épreuve ultime. Et à Omaha Beach, Franz Göckel est en première ligne. En janvier 1944, les Soviétiques font reculer les Allemands sur le front de l'Est. À l'ouest, le mur de l'Atlantique voulu par Hitler est loin d'être terminé. Dans son journal, le maréchal Rommel évoque l'ampleur de la tâche pour améliorer les défenses de la côte. Ces fortifications sont l'œuvre d'un ingénieur qui n'a aucune compétence en stratégie militaire et ne sait rien de la guerre. Fort de son expérience contre les Alliés, Rommel sait que repousser une invasion demande une planification méticuleuse. Sa stratégie est simple. Rommel pense que l'invasion doit être anéantie en mer ou sur la plage. Si l'ennemi parvient à franchir la plage, les Allemands auront perdu. Pour défendre ces plages, Rommel veut des milliers de petits bunkers abritant chacun un homme et une mitrailleuse. Ils seront plus rapides à construire, mais il reste le problème de la main-d'œuvre. Plus la guerre avance, moins il est facile de trouver de la main-d'œuvre en Allemagne. Alors ils utilisent les Polonais, les Tchèques, les Français, les prisonniers des camps de concentration, ou encore des prisonniers de guerre qu'ils traitaient de façon inhumaine. Des milliers d'hommes sont morts dans ces projets de construction, morts de malnutrition et de mauvais traitements. Ils étaient traités en esclaves. « 32 000 civils travaillent sous la contrainte. Un plan brutal, mais efficace. Des bunkers sont construits le long des 5000 km de côte et regroupés en WN. WN est l'abréviation de Widerstandsnest, littéralement un nid de résistance. Ça désigne un ensemble de petites fortifications reliées les unes aux autres. En Normandie, Göckel et 30 de ses camarades occupent une fortification qui existe toujours. On voit ici une petite salle, probablement réservée aux gradés. Ici, ce sont les dortoirs des soldats. Parmi eux, il y avait ce jeune homme de 18 ans, Franz Göckel. Bien sûr, les soldats ne restaient pas là en permanence. Il y avait les tours de garde, les travaux de construction et les entraînements. Les fortifications de Göckel se trouvent le long d'une plage normande qui deviendra bientôt célèbre, Omaha Beach. Pour la défendre, il dispose de 13 positions de tir, dont 2 canons anti-chars et 3 mortiers. Les canons fonctionnent par paire afin d'assurer un feu croisé sur la plage. Cette tactique crée une zone où la puissance de feu est à son maximum, une zone infranchissable.
Cette zone infranchissable, c'est un espace restreint dans lequel les défenseurs vont concentrer tous leurs tirs pour infliger un maximum de pertes aux Alliés. De ce côté, on a deux positions. Ils ont des mitrailleuses et des mortiers. Et là, on a une autre position. Mitrailleuses, mortiers et canons à plus gros calibre. Et ils ciblent cette zone parce que les Alliés vont tenter de quitter la plage par ce raidillon. Les Allemands doivent défendre ce secteur d'Omaha Beach pour empêcher le débarquement allié. Gockel est affecté à une mitrailleuse couvrant cette zone. Voici la position de Gockel. Aujourd'hui, c'est juste un trou dans le sol. Mais en 1944, il y avait un bunker abritant une mitrailleuse et deux lance-flammes. Le bunker de Gockel est achevé en mai 1944, comme des milliers d'autres le long de la côte entre la Norvège et la frontière espagnole. Mais Rommel n'est toujours pas satisfait. Les bunkers ne suffisent pas. Il pense que d'autres types de défense peuvent aider à repousser une invasion alliée. Rommel utilise l'expérience qu'il a acquise en Afrique du Nord pour faire d'importantes modifications, comme l'installation de gigantesques champs de mines. Il ordonne l'installation de 50 millions de mines le long des côtes françaises, sur la plage et en mer. Les plages devront être jonchées d'obstacles, créant plusieurs lignes de défense. La première, sur la ligne de marée basse, est composée de barrières d'acier baptisées portes belges. Les portes belges sont alignées ici. L'idée, c'est de barrer le passage aux barges de débarquement et aux tanks, de les bloquer le plus loin possible de la côte. Les portes belges doivent ralentir l'infanterie et les tanks et donner aux Allemands plus de temps pour les mitrailler. Au cas où les Alliés arriveraient à marée haute et passeraient au-dessus des portes belges, Rommel a prévu une autre surprise. Ici, ils avaient installé les asperges de Rommel, de longues poutres inclinées à 30 degrés et soutenues par deux poteaux, et au bout desquels étaient fixées des lames de scie censées éventrer la coque des barges si les Alliés arrivaient par marée haute. Mais ce n'est pas encore assez. Les Allemands utilisent tout ce qui est susceptible de ralentir le débarquement. Ici, on a la troisième ligne, les hérissons tchèques. Ce sont des structures d'acier hérissées dans plusieurs directions pour ralentir la progression des barges et des véhicules. Et si les barges parviennent malgré tout à rejoindre la plage, voici la dernière ligne de défense pour bloquer les tanks alliés. C'est un tétraèdre en béton armé. C'est la dernière ligne d'obstacles censée défendre la plage. Il faut imaginer qu'il y en avait tout le long de la plage, environ un tous les 5 mètres. Ils sont impossibles à déplacer et ils peuvent renverser un tank, quelle que soit la direction dans laquelle il avance. Surtout les chars avec des chenilles étroites qui pouvaient basculer. En juin 1944, Rommel tente toujours de renforcer les défenses allemandes sur la côte atlantique. Mais de l'autre côté de la Manche, les troupes alliées sont prêtes. Le mur de l'Atlantique a coûté des milliards de Reichsmark et nécessité des millions de tonnes de béton. Mais il comporte de nombreuses brèches. Rommel avait promis à Hitler que tout serait prêt en mai 1944, mais ce n'était pas le cas. Beaucoup de bunkers n'avaient pas de canons. Il manquait des hommes, il manquait des barbelés et des champs de mines. Le 5 juin, Gockel patrouille sur les falaises d'Omaha Beach. Il ignore que derrière l'horizon, des milliers de soldats britanniques, canadiens et américains sont en route, prêts à lancer l'invasion. À 2 heures du matin, le 6 juin, la 7e armée a donné l'alerte de niveau 2, le niveau le plus élevé dans l'armée allemande. Immédiatement, les hommes des régiments d'artillerie, et dans ce cas de la première compagnie, ont rejoint leur poste dans le WN 62.
Réveillez-vous! Ce n'est pas un exercice! Il y a des parachutistes américains à 30 km! On a entendu l'alarme, mais on n'y croyait pas. On avait eu tant d'exercices les semaines précédentes qu'on n'y croyait plus. Toi aussi, Gockel, à ton poste! On a couru vers nos positions. Les mitrailleuses, les canons et les mortiers étaient prêts. Gockel et ses camarades sont persuadés que l'invasion aura lieu dans un port comme Calais. Ils n'imaginent pas qu'elle aura lieu sur leur plage. Gockel a des munitions? Allez, vérifiez! Hitler et beaucoup d'autres étaient convaincus que les Alliés attaqueraient un port important parce qu'ils auraient besoin de débarquer du matériel. Ils ne savaient pas que les Alliés avaient mis au point un système de ports flottants. Les Alliés ont trouvé une solution ingénieuse pour éviter les ports trop bien défendus. Ils ont construit le premier port flottant au monde et ils l'acheminent vers la Normandie. Des munitions? Oui. Bonne chance. J'ai essayé de me concentrer sur mon arme pour ne pas penser à ce qui arrivait. Normalement, il faut 2 soldats pour manier une mitrailleuse. Là, il n'y avait qu'un homme par mitrailleuse. Les cuirassés alliés commencent à bombarder les positions allemandes. La vie de Gockel ne dépend que de la robustesse de son bunker. J'entends les obus qui sifflent autour de moi. Ils s'abattent sur le béton et sur le sol dans un vacarme assourdissant. Le bunker de Gockel résiste aux obus, mais ce n'est que le début. Les soldats alliés débarquent sous le feu des mitrailleuses. Ils ne sont que 500 Allemands pour défendre les 6 km de plage face à 35 000 Américains. L'épreuve ultime a commencé pour le mur de l'Atlantique. Les Allemands utilisent toutes les armes qu'ils ont à disposition. Les lance-flammes, les mitrailleuses, les fusils et l'artillerie des bases arrières. La puissance de feu allemande est à son maximum. Omaha n'est qu'une des 5 plages du débarquement. 150 000 soldats américains, canadiens et britanniques déferlent sur les côtes de Normandie. Et le gigantesque mur de l'Atlantique commence à céder. 160 km plus loin, les blindés allemands attendent. S'ils rejoignent la côte, il restera encore une chance de repousser les Alliés. Mais il y a un problème. Hitler dormait et personne n'a osé le réveiller. Hitler était le seul à pouvoir envoyer les blindés en renfort. Et quand il s'est réveillé, il n'a pas voulu croire à une véritable invasion. Les tanks restent en arrière. Et le seul autre homme qui pourrait renverser la situation est en Allemagne, en train de fêter l'anniversaire de sa femme. Rommel disait que les 24 premières heures seraient décisives pour repousser l'invasion alliée. Mais le 6 juin, il n'était pas là. Il n'est arrivé en France que tard dans l'après-midi pour coordonner les mesures de défense. Entre-temps, les Alliés avaient déjà pris le contrôle des plages. À 9h du matin, 7 heures après le début des hostilités, le bunker jouxtant celui de Gockel est détruit. Sa mitrailleuse est la dernière de son groupe de bunkers à tirer encore. Avec le sable, ma mitrailleuse s'est enrayée. Il a fallu que je continue avec mon fusil, au coup par coup.
Étonnamment, les Allemands parviennent à contenir les Américains. Mais malgré des mois de préparation, ils finissent par manquer de munitions. Les Allemands étaient censés disposer de munitions pour 48 heures sur le mur de l'Atlantique. En réalité, dans cette section, ils n'avaient de quoi tenir que 3 heures et demie. Alors vers 10 heures, ils ont commencé à manquer de munitions. Alors que les munitions viennent à manquer aux Allemands, les Américains gagnent du terrain. Göckel et ses camarades doivent battre en retraite. Je rampais vers le sommet pour rejoindre mes camarades. J'ai vu que j'avais 3 doigts arrachés à la main gauche. Blessé, Göckel se replie avec les quelques survivants de sa compagnie. Omaha est la dernière des 5 plages à tomber. Il aura fallu 3 ans pour construire le mur de l'Atlantique et seulement quelques heures pour le franchir. Les Allemands ont perdu la bataille et perdront bientôt la guerre. Malgré les millions de Reichsmark et les millions de mètres cubes de béton, le mur de l'Atlantique n'a pas résisté au débarquement allié. Le mur de l'Atlantique n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons. Il était trop long et présentait trop de brèches. Toute la stratégie élaborée autour du mur a échoué. Les Allemands n'ont jamais trouvé la bonne manière d'utiliser cette machine de guerre qu'ils avaient construite. Malgré cet échec, Xaver Dorsch resta à la tête de l'organisation Todt jusqu'à la capitulation de l'Allemagne. Après la guerre, il mena une brillante carrière d'ingénieur jusqu'à sa mort à 86 ans. Rommel fut contraint au suicide par Hitler 4 mois après le débarquement. Franz Göckel survécut à la guerre. Il rentra en Allemagne, où il se maria et vécut jusqu'à l'âge de 80 ans. Il revint plusieurs fois en Normandie pour rendre hommage aux morts des 2 camps. Le débarquement est probablement l'événement historique le plus important des 500 dernières années en Europe. Il a permis la fin du nazisme et le retour à la civilisation. C'est un événement considérable. Et ça a marché parce que les Alliés ont réussi à s'entendre, contrairement aux Allemands. C'est aussi simple que ça.